Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons une invitée historique, la première femme à occuper la haute fonction de bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire pour le mandat 2024-2027. Avocate chevronnée, spécialiste en droit bancaire, Maître Florence Louan-Messon a brisé un plafond de verre longtemps invisible. Elle incarne aujourd'hui un symbole fort, aussi bien pour les hommes que pour les femmes dans le monde juridique et bien au-delà. Alors que la justice ivoirienne est au cœur des débats entre la liberté d'expression, la cybercriminalité ou encore la responsabilisation des citoyens, nous allons l'interroger sur son parcours, son bilan à mi-parcours, également sa vision et ses priorités, mais surtout le rôle des avocats dans une société en pleine mutation comme la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Maître Messon. Bonsoir, Madame Débat. Bonsoir. Alors, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, qu'est-ce qu'on dit? On dit Madame le bâtonnier ou la bâtonnière? Je crois que ça fait 1 an que je suis en fonction et que cette question est réglée. On dit Madame le bâtonnier. Pourquoi? C'est un choix que j'ai fait de ne pas féminiser la fonction parce que j'estime que la fonction doit survivre au sexe de celui qui habite la fonction. Et puis, on dit Madame la bâtonnière ailleurs, on féminise les fonctions ailleurs parce qu'il y a des dispositions réglementaires et légales qui féminisent les fonctions. Très bien. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, on va revenir ensemble sur votre parcours professionnel dans ce portrait qui nous est proposé par la rédaction d'NCI. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire est l'invité de ce numéro de l'entretien de la rédaction. Maître Louan Diamant Florence, épouse Messon, est avocate inscrite au barreau de Côte d'Ivoire depuis 1996. Lauréate du concours d'éloquence, elle a été élue premier secrétaire de la conférence du stage en 1998. Elle est fondatrice et associée gérante du cabinet SCPA Conan Louan et Associés, où elle développe une expertise reconnue en droit bancaire, en contentieux des affaires et en conseil juridique stratégique auprès d'institutions financières et d'entreprises. Titulaire d'une maîtrise en droit de l'actuelle université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et d'un master juriste d'entreprise à l'université Toulouse 1 Capitole en France, elle a également été chargée de cours en droit bancaire pendant près de 10 ans dans une université privée de la place. Après avoir occupé les fonctions de trésorier, secrétaire de l'Ordre des avocats, le 29 juillet 2023, elle a été élue bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, devenant ainsi la première femme à accéder à cette haute fonction depuis la création du barreau en 1959. Au plan familial, Maître Louan Diamant Florence, épouse Messon, est mariée et mère de 4 enfants. Maître Louan-Messon, on a vu votre parcours. Donc, vous êtes passée de lauréate du concours d'éloquence à la première femme bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le talent ou la persévérance qui vous a permis d'atteindre ce niveau? Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord vous remercier parce que dès que j'ai pris fonction en 2024, vous avez sollicité justement que nous puissions faire cette émission. Je vous avais demandé de me laisser prendre mes marques et de prendre fonction. Et vous avez réitéré l'invitation encore à l'occasion de l'an 1 de mon mandat. Je voudrais vous remercier votre ténacité et remercier la chaîne NCI qui reçoit le bâtonnier au-delà, qui reçoit les avocats. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a un auteur qui disait que le succès de la réussite, c'est 99% de travail et 1% de talent. Okay. Et c'est très important, le travail assidu, la vision qu'on a sur sa vie, ce qu'on veut faire de sa vie, le sens qu'on veut donner à sa vie, et y œuvrer en travaillant et puis cultivant le talent qu'on a reçu en héritage ou qu'on a. Mais on ne peut rien obtenir sans travail, sans constance dans le travail. Je pense que c'est la conjugaison de tous ces éléments-là qui ont permis que je sois là aujourd'hui. Vous êtes fière de là où vous êtes aujourd'hui? Modestement, oui. Je pense qu'il y a du chemin parcouru. Il y a beaucoup à faire encore, mais je pense que cette première étape, elle est décisive et elle est importante. Et il y a quand même un petit sentiment de fierté, avec toute l'humilité. Alors, ça fait maintenant 1 an. Vous avez pris vos marques.
un an que vous êtes Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Quel bilan pouvons-nous dresser à mi-parcours? Je pense qu'en un an, nous avons fait beaucoup. Nous avons fait beaucoup. L'accueil a été enthousiaste de la part des avocats, de la part des Ivoiriens en général. Et je voudrais profiter de l'occasion pour les en remercier. Et fort de cet encouragement, de cet élan, de cette générosité que j'ai perçue auprès de l'ensemble des Ivoiriens, nous nous sommes mis à la tâche. Nous avions été élus sur la base d'un projet que nous avons intitulé « Voir loin et agir ensemble ». Okay. Et dès que nous avons été élus, nous avons pris fonction, nous avons commencé à dérouler ce projet. Alors, les grands axes de ce projet, c'était lesquels? Le premier, c'était la formation des avocats. Le règlement UEMOA relatif à la formation des avocats pose comme exigence un devoir de compétence des avocats. Et donc, nous avons mis en place les infrastructures et les structures pour accélérer la formation des avocats. Nous avons pris les tests réglementaires pour créer le centre de formation professionnelle des avocats. Nous avons organisé la deuxième édition du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Nous avons mis en place un catalogue de formation continue des avocats et nous avons structuré la formation initiale des avocats. Parce que vous savez que lorsque vous passez le CAPA, vous avez 3 ans de formation initiale. Et donc, nous avons structuré cette formation en nouant des partenariats avec le barreau de Paris qui nous a accompagnés dans la structuration de cette formation. Nous avons également finalisé le projet de réforme de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats, qui est un instrument important pour la responsabilité, la crédibilité de l'avocat, qui est malheureusement méconnu des justiciables, mais qui est un instrument important. Alors, je vous explique rapidement. Allez-y. Lorsque vous contactez un avocat pour effectuer un recouvrement pour votre compte et que l'avocat recouvre de l'argent pour le compte de son client, il ne doit pas déposer les sommes recouvrées sur son compte personnel. Ces sommes-là sont déposées à la CARPA, qui est la Caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats. Okay. Et une fois que ces sommes sont déposées, s'il a recouvré 100 millions pour vous, les sommes sont déposées à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats et le client donne une instruction pour que l'avocat prenne la partie de ses honoraires et la partie qui lui revienne, le bâtonnier et les membres, et le secrétaire, le trésorier de la CARPA signent le chèque pour le justiciable et pour l'avocat. Vous voyez que c'est un instrument de sécurisation des finances des justiciables. L'avocat ne peut pas détourner les fonds de son client puisque ces sommes sont déposées à la Caisse de règlement pécuniaire sous le contrôle et la supervision du bâtonnier. C'est un instrument dont nous disposions depuis 1989 et qui malheureusement était tombé en désuétude et qui a été remis dans les formes par le précédent bâtonnier et nous avons continué cette structuration et je pense que la CARPA a atteint sa vitesse de croisière. Vous me permettez d'informer les populations que lorsque un avocat recouvre de l'argent pour vous et que vous lui donnez un mandat spécial pour qu'il encaisse cette somme d'argent, ces sommes doivent être déposées obligatoirement à la CARPA sous peine de sanctions disciplinaires pour l'avocat. Voilà. Et donc, nous avons mis en place cette infrastructure. Nous avons également assuré le rayonnement du barreau par les 65 ans de l'ordre du barreau de Côte d'Ivoire que nous avons organisé dès l'entame de mon mandat et qui a vu la participation du Premier ministre et des hautes autorités judiciaires, administratives et civiles. Il était important pour nous, comme j'ai coutume de le dire, que l'avocat revienne au centre du village. C'est-à-dire? On ne peut pas construire une justice. Il y a 2 piliers dans la justice. Il y a les magistrats, il y a les avocats. Les avocats, on aura l'occasion peut-être d'en parler. Bien sûr. Mais les avocats sont les gardiens des libertés. Ils accompagnent les citoyens dans la défense de leurs libertés fondamentales, dans la construction de leur patrimoine, dans la protection de leur patrimoine. Les individus, les entreprises, les avocats sont des acteurs essentiels du service public de la justice. Et malheureusement, ils ont été très longtemps méconnus. Donc pour nous, il était essentiel de revaloriser cette profession. Voltaire disait, c'est le plus bel état du monde. Et donc, il fallait que les gens sachent qui sont les avocats, quelles sont leurs obligations et quel est leur rôle et leur place dans la société. Nous nous sommes attelés à cela pendant cette première année de mandat et nous continuerons de le faire. D'accord, on va revenir sur certains points que vous avez évoqués. Donc, je vais commencer par le premier point, notamment la formation. Pendant plus de 4 ans, 3 ans et un peu plus, l'examen pour l'obtention du CAPA n'était pas organisé. Le barreau de Côte d'Ivoire a été
indexé. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous permettre de comprendre pourquoi pendant si longtemps, on ne permettait pas à ceux qui aspiraient de devenir avocat, ne serait-ce que de passer cet examen? Je vous remercie de me donner l'occasion d'éclairer nos concitoyens sur cette problématique qui nous a valu des procès en sorcellerie. On a entendu dire que le barreau se cartélisait, que nous fermions la porte à nos jeunes frères pour ne pas qu'ils rentrent dans la profession et que nous empêchions les plus jeunes parce qu'on voudrait rester protéger nos acquis. Ce sont des affirmations fausses, je dirais même diffamatoires. Le CAPA, jusqu'à 2019, la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution 8 mois relatif au CAPA, était un diplôme universitaire organisé par l'Université d'Abidjan. Nous tous, moi y compris, avons passé le CAPA au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En 2019, par la volonté des barreaux de l'espace 8 mois et par l'accompagnement des pouvoirs publics, c'est devenu un diplôme professionnel. Donc, il fallait passer d'un diplôme universitaire au diplôme professionnel. Okay. Il ne va pas vous échapper que ce n'est pas le cœur des métiers, ce n'est pas notre cœur de métier d'organiser un concours ou un examen. Donc, il fallait mettre les outils juridiques en place. Il fallait préparer l'ordre à organiser lui-même le CAPA. C'est ce qui a été fait. Je le concède, ça a pris du temps. 4 ans, c'est beaucoup. Hein, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. C'était à cheval en 2 mandats. 2 mandats. Le bâtonnier Thomas Zéundry, quand il finissait, le règlement rentrait en exécution, et le bâtonnier Claude Maintenon, qui a pris fonction. Comme moi, il fallait qu'il prenne ses marques. Il a dû prendre ses marques. Et je peux vous dire que dès que nous avons pris fonction, parce que j'étais membre de son conseil, ça a été une de nos préoccupations. Et nous y avons travaillé. Et nous y avons travaillé d'arrache-pied. Pendant qu'on travaillait, on nous accusait, on ne pouvait pas en même temps répondre aux gens et en même temps travailler. Donc on a préféré, je pense, le bâtonnier Claude Maintenon, travailler à cela. Et nous avons obtenu le concours et l'assistance du ministère de la Justice, qui nous ont aidés avec le partenaire technique, l'Institut de formation judiciaire, qui nous ont mis à disposition tous les outils, puisqu'ils sont habitués par l'organisation du concours de la magistrature. Ils nous ont accompagnés en mettant à notre disposition tous les outils nés de leur pratique. Et donc, avec tous ces outils, nous avons pu organiser le CAPA en 2023, dès que j'ai pris fonction, puisque le plus dur avait été fait, tout avait été défriché. Lorsque nous avons pris fonction, nous avons continué pour dire que ce n'était pas une volonté de blocage, c'était une volonté d'organisation. Et lorsque nous avons eu tous les outils, 2023, on a fait le CAPA. Entre-temps, comment on fait pour rattraper le temps perdu? Comment on fait pour insérer dans le système ceux qui voulaient rentrer dans ce système, mais qui, pendant cette période, n'ont pas pu? Ils se sont inscrits au CAPA 2023, ils se sont inscrits au CAPA 2024. Ils s'inscriront au CAPA 2025 qui ouvre ce matin, qui ouvre ce 29 septembre. Donc, ils s'inscrivent. Régulièrement, nous organisons le CAPA. Régulièrement, nous organiserons le CAPA. Comparaison n'est pas raison, Madame Débat. Je veux dire, regardez un peu autour de vous dans la sous-région. Combien de pays organisent le CAPA chaque année? Si vous suivez l'actualité, je ne voudrais pas mettre au pilori le Sénégal, qui est membre de l'UEMOA avec le bâtonnier, qui est un de mes amis. Mais vous avez vu que le chef de l'État a dû intervenir pour dire qu'il faut que le CAPA soit organisé. Pendant que nous organisons le CAPA régulièrement, une fois que cette difficulté technique a été réglée, nous avons organisé en 2023, 2024, 2025, qu'ils s'inscrivent au CAPA, qu'ils en remplissent les conditions, parce que c'est ça aussi une des exigences. Le règlement UEMOA exige qu'ils aient le Master 2 agréé CAMES. Ce n'est pas nous, c'est un règlement communautaire. Donc, il y a ce premier tri qui est fait. Ceux qui viennent déposer leur candidature, il faut qu'ils apportent la preuve que leur Master 2 est agréé CAMES. C'est une exigence légale. Et une fois que c'est fait, nous passons l'examen. Le CAPA est un examen, ce n'est pas un concours. C'est 10 de moyenne. Il faut avoir 10 de moyenne pour avoir le CAPA. Très bien. Voilà. Alors, en revenant sur les parties que vous avez évoquées en répondant à ma première question, notamment sur le rayonnement des avocats. Ramener les avocats au centre, vous dites que les avocats sont là pour garantir la liberté, j'ajouterais protection de la liberté. En ce moment, l'actualité est dominée par les différentes annonces du procureur de la